Nous voici toujours dans le chapitre 7 sur le développement et la reproduction des êtres vivants. Et cette fois-ci, on va corriger la séance B. Le titre de la page 110, au niveau de laquelle se passe la séance B, c'est « Comment les graines sont-elles formées ?» Alors, vous aviez quelques petites questions auxquelles il fallait répondre, en plus des choses qui étaient à écrire dans votre cahier. Je ne corrige pas ce qui est à écrire sur le cahier. Si vous avez une question là-dessus, vous me la posez par la messagerie. Donc, la première question, indiquer les parties de la fleur qui flétrissent, ça veut dire qui meurent, qui se dessèchent, et celles qui persistent, et même en fait qui se développent après la floraison. Alors vous avez ici une fleur de cerisier en pleine floraison, avec les petits grains de pollen là, jaunes sur l'extrémité des étamines, et puis donc ce sont les parties mâles, les organes mâles, les étamines. Et puis le pistil ici avec un petit bout qui est collant, qui est l'extrémité de la partie femelle. Le reste de la partie femelle est en fait ici un petit peu plus bas, caché là par les sépales. Voilà, et donc après la floraison, une fois que la fleur est fanée, on voit que les étamines sont toujours là mais flétries. Le pistil est toujours là, mais son extrémité est flétrie. Les pétales sont tombés, les sépales sont recroquevillés, ils se dessèchent, commencent à se dessécher. Et on a ici, à la base du pistil, le fruit qui se développe. Et lui, au contraire, il va beaucoup grossir et il va donner la cerise, le fruit. Donc, proposition de correction. Après la floraison, certaines pièces florales flétrissent et parfois se détachent de la plante, tandis que d'autres persistent et même se développent. Dans le cas de la fleur de cerisier, d'après le document 1, les pétales, blancs là, les sépales, ces petites pièces-là, et les étamines flétrissent, sont toutes desséchées, et les pétales sont déjà tombés au moment où la seconde photo a été prise, tandis que la partie basale du pistil persiste et même se développe, elle deviendra le fruit. Voilà, donc ça c'est une réponse pour la question 1, page 110. Je vous propose d'aller regarder une petite vidéo en accéléré pour mieux observer le processus, pas sur le cerisier, je n'ai pas trouvé quelque chose de bien, mais sur le poirier. On a des fleurs de poirier qui s'ouvrent, qui flétrissent, et on a même le début du développement du fruit. Et je mets une version commentée de cette même vidéo sur la chaîne YouTube. Vous remarquerez que sur la vidéo, il y a un paquet de quelques fleurs, et toutes meurent, se détachent. Et il y en a une qui forme une poire. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi certains fruits se développent et d'autres pas. Et ça, c'est quelque chose qui a interrogé les scientifiques il y a déjà longtemps. Surtout que c'était important d'essayer de comprendre pourquoi parfois des fruits se formaient sur un arbre et parfois pas. Ça avait une importance alimentaire. Donc, vous pensez bien que c'est une question scientifique, ça, qui a agité les gens. Il fallait essayer de trouver une solution, de trouver une réponse à cette question. Pourquoi parfois des fruits se forment, pourquoi pas? Pourquoi parfois pas? Et alors c'est là qu'intervient la question 3 qui portait sur le document 2. Et vous voyez, au XVIIe siècle, un certain Camerarius a fait des expériences. Alors il en a fait beaucoup plus que ça, mais c'est celle-là qu'on vous présente très simplifiée d'ailleurs dans le livre. Donc on a une certaine espèce de plante qui fait des fleurs. Partie femelle, le pistil, partie mâle, les étamines. Et on a 3 dispositifs dans l'expérience. La fleur peut être laissée intacte. La fleur peut être équipée d'un petit bout de tissu, une gaze avec des mailles très fines dont on entoure la pièce femelle, le pistil. Et on peut éventuellement ouvrir cette petite gaze, déposer du pollen sur le bout du pistil, puis refermer après et voir ce qui se passe. On attend 2 à 4 semaines et on constate qu'un fruit se forme quand la fleur est laissée intacte ou quand on a déposé du pollen au pinceau sur l'extrémité du pistil, alors que le pistil flétrit et aucun fruit ne se forme si on a entouré le pistil avec un tissu à mailles fines, une gaze. Ok, donc ça c'est le descriptif de l'expérience. On vous demande interpréter les expériences pour trouver les conditions qui font que la fleur peut donner un fruit. Alors, j'ai une réponse d'élève.
Pour que la fleur se transforme en fruit avec une ou plusieurs graines, il faut que du pollen produit par les étamines soit déposé sur le pistil. Alors oui, mais là, l'élève, il me met directement la conclusion. Cette phrase, en fait, ça devrait être la dernière phrase d'un petit paragraphe. Donc j'ai mis oui, mais il faut analyser les résultats expérimentaux pour arriver à cette conclusion. Ça, en fait, c'est juste la conclusion. Alors après, j'ai un élève qui essaye d'analyser, mais il fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il me donne le résultat avant d'analyser. Mais c'est mieux déjà parce que bon, le premier, c'est déjà pas mal, on a la bonne conclusion, hein, c'est un bon début. Mais après, on veut savoir comment on arrive à ce résultat. Alors, à la lecture du document 2, on peut constater sur les 3 expériences réalisées que pour qu'une fleur se transforme en fruit, il faut que son pistil reçoive obligatoirement du pollen. Ça aurait dû être à la fin. En effet, dans l'expérience B, celle-ci, le pistil est entouré de gaz qui bloquent le pollen, ce qui conduit à ce que le pistil flétrisse. Ce pollen peut provenir soit des propres fleurs de la plante, expérience A, ou celle d'une fleur, ou des fleurs d'une fleur de la même espèce, expérience C, d'accord. Donc elle me compare A et C pour dire c'est pareil que le pollen vienne de la même fleur ou d'une autre fleur. Ça dépend des espèces, mais dans cette espèce-là, c'est le cas. Alors je suis d'accord donc avec cette réponse, mais il faut analyser les résultats avant de donner la conclusion, pas après. Et du coup, si je reprends les choses à l'endroit, puis j'ai mis un peu plus de détails pour vous. C'est un peu long, hein, ma réponse. Il n'y a pas besoin de mettre tout ça, mais c'est pour bien détailler le processus. Alors, je fais déjà une espèce de petite phrase un peu pour dire de quoi on parle. Les expériences historiques de Camerarius permettent de mettre en évidence le rôle du pollen dans la formation des fruits. Je plante le décor, je présente la situation et je fais analysons ces expériences. Document 2, je cite le document que j'utilise. 2 points. Et puis là, je commence à analyser. Et à la fin, il y aura une conclusion. Donc, dans le dispositif A, celui-ci, des fleurs sont laissées intactes, tandis que dans le dispositif B, un manchon de gaz entoure le pistil. Ce manchon empêche le pollen de se déposer sur le pistil. Donc là, je dis juste ce qu'on fait. Je compare A et B. Je compare les deux. Une seule différence, le fait qu'on ait mis une gaz autour du pistil. Après, le constat, qu'est-ce qu'on observe? On constate qu'après la floraison, un fruit se forme dans le dispositif A et pas dans le dispositif B. D'accord? Donc j'ai d'abord dit ce qu'on a fait, ensuite qu'est-ce qu'on observe, et après du coup j'en tire quelque chose. Le dépôt de pollen semble donc nécessaire à la formation du fruit, puisque c'est tout ce qu'on a fait, empêcher le pollen de se déposer dans le B par comparaison au A, et que dans le B il n'y a pas eu de fruit. Donc je me dis, bah, on dirait que le pollen est nécessaire pour que le fruit se forme. Et quand même, je ne donne pas ma main à couper, hein, je dis à moins qu'il y ait un truc auquel je n'ai pas pensé, à moins que le manchon ait un autre effet que d'empêcher le pollen de se déposer sur le pistil. Soyez prudents toujours dans vos conclusions. Après, dans le dispositif C, le pistil est entouré de gaz, mais on l'ouvre. Alors, ils ne le disent pas dans l'expérience, mais c'est temporaire, on l'ouvre juste le temps de mettre du pollen. On l'ouvre, la gaze, pour déposer sur le pistil du pollen provenant d'une autre fleur de la même espèce. Évidemment, si on prend du pollen de, je sais pas quoi moi, de fruits de la passion et qu'on le dépose sur une fleur de salade, ça va pas marcher. C'est la définition de l'espèce, c'est qu'on peut se reproduire au sein de l'espèce. Alors, donc, on dépose du pollen provenant d'une autre fleur. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on voit? On constate la formation d'un fruit. Super. Après, ben, j'analyse. Par comparaison avec les dispositifs AB, cela confirme que le manchon de gaz en lui-même ne pose pas de problème pour la formation du fruit. On peut avoir un fruit, même si un manchon de gaz, c'est pas que le manchon de gaz est toxique ou je ne sais quoi, hein, ou qu'il empêche les gaz de bien rentrer près du pistil, ou on peut imaginer des tas de trucs. Mais le fait que la gaz soit là, si on a mis du pollen, ça n'empêche pas le fruit de se former. Donc du coup, le manchon agit seulement en empêchant le pollen de se déposer sur le pistil, il n'y a pas l'air d'avoir un autre effet. Et ce qu'on montre surtout là, c'est que dans l'espèce étudiée par Camerarius, le pollen provenant d'une fleur de la même espèce convient tout aussi bien que celui provenant de la même fleur. D'accord? Une autre fleur de la même espèce ou la même fleur, ça marche dans les deux cas. Si le pollen se dépose sur le pistil, on obtient un fruit. En conclusion, la formation d'un fruit, contenant une ou plusieurs graines, nécessite le dépôt de pollen sur le pistil. Et puis j'en profite pour caser un mot, hein, c'est ce qu'on appelle la pollinisation. Voilà. Donc là, c'est un petit peu long,
Mais en fait, si on veut vraiment bien détailler le processus, qu'est-ce que je fais? J'observe les conditions des expériences. J'observe, je constate ce qu'on a obtenu et j'en déduis quelque chose. Et ça, je le fais 2 fois. Une fois pour comparer A et B, une fois pour comparer C avec les 2 autres. Conclusion, et voilà. Bon, à méditer. Ensuite, conclusion. Expliquez pourquoi on dit que la fleur permet la reproduction sexuée de la plante. Et là, j'ai remis, du coup, je vous avais mis, lisez les définitions avant. Étamine, organe reproducteur mâle qui contient le pollen, qui libère le pollen en fait. Pistil, organe reproducteur femelle contenant les ovules, tout ça chez les végétaux. Reproduction sexuée, c'est la formation de nouveaux individus suite à la rencontre d'un élément mâle et d'un élément femelle. Bon, ben là, du coup, pour expliquer pourquoi on dit que la fleur permet la reproduction sexuée de la plante, il va falloir s'appuyer sur ces informations des définitions. Alors, je vous mets directement une correction. On dit que la fleur permet la reproduction sexuée de la plante car elle comporte, la fleur, des organes reproducteurs mâles, les étamines, produisant du pollen, et des organes reproducteurs femelles, le ou les pistils, produisant des ovules. La rencontre entre les ovules et le pollen permet la formation de nouveaux individus qui sont contenus dans les graines. Cela coïncide parfaitement avec la définition de la reproduction sexuée. Ben, du coup, c'est la reproduction sexuée. Ça marche? Voilà, et je vous avais donné un petit exercice. C'était pas si petit, il y avait du travail. Exercice 13, page 119. Il fallait dessiner le cycle de vie du coquelicot. Et dans l'exercice, on vous demandait de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots-clés. Et moi, j'avais rajouté d'autres mots-clés. Ok, donc là voilà, j'ai un exemple de réponse d'élève, donc il m'a mis un titre, le cycle de développement du coquelicot, et puis on voit très bien des graines, germination, il m'a mis les dates, c'est sympa, début du printemps, c'est très bien. Comme ça on voit comment ça se passe dans l'année, la plantule qui grandit, croissance, qui finit par fleurir. Juin, alors en ce moment il y a des coquelicots en fleurs, hein, les dates, c'est approximatif. Les fleurs, elles ont des parties. Là, pistil et tamine, ça aurait peut-être été bien de mettre organe reproducteur mâle, organe reproducteur femelle. Le pollen qui est libéré par les organes reproducteurs mâles, qui se déplace, qui tombe sur les pistils, sur le bout des pistils. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Ça se passe plutôt en même temps que la floraison, hein, pas après. Là, l'été, c'est, disons, printemps, été, voilà. Le pistil chez le coquelicot, c'est un petit peu strié vu du dessus, comme ça. Il y a des petites striations qui sont un peu collantes. Il y a une fécondation, ça c'est pas au programme trop de 6e de voir comment ça se passe, c'est un peu compliqué chez les plantes, il y a en fait 2 fécondations, bon peu importe. Fructification, c'est-à-dire la formation des fruits, c'est une petite capsule et à la fin de l'été, il y a des petits trous qui se forment dans la capsule et les graines sont libérées, elles vont pouvoir se disséminer à l'automne, c'est-à-dire aller loin de leur mère et regermer au printemps si elles tombent à un endroit favorable. Voilà, donc c'est un très beau cycle avec des illustrations réussies et les mots-clés qui sont là. Et on voit bien graines, plantules, c'est pas écrit dans des cadres, plantes, etc. Et les événements, ils sont dans des petits cadres. C'est dommage de ne pas m'avoir mis une légende ici, une petite légende avec dans les cadres les événements et les dates auxquelles ils se passent, et hors des cadres, les stades matériels, la plante elle-même, quoi, et ses structures. Voilà, très bien. J'en mets un deuxième. Donc là, c'est bien aussi, le cycle est bien représenté. Mais attention, il ne faut pas oublier le titre. Là, j'ai pas de titre. Et puis, comme pour l'exemple précédent, c'est dommage, alors que l'élève l'a fait, c'est dommage de ne pas me dire que tout ce qui est souligné là, en noir un peu fort, au feutre, ce sont des stades. Ah ben non, c'est pas le cas, parce que là, je vois que la graine, la plantule. Alors, ça aurait été bien de ne pas faire pareil. C'est en fait les numéros. Germination, croissance, floraison, pollinisation, fécondation, fructification, dissémination, 1, 2, 3, etc. Ce sont les événements. Donc ça, il aurait fallu mettre une légende. 1 à 7, événements du cycle. Et puis par contre, graines, plantules, plantes, fleurs, etc., étamines, ce sont les structures
de la plante. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est comme pour le chapitre précédent, hein, quand on fait des choix comme ça de représentation qui sont intelligents, c'est bien d'avoir distingué les deux, les événements et les stades. Mais mettez-le dans une légende, sinon la personne qui lit votre schéma, elle ne va pas forcément comprendre à quoi ça correspond. Très bien. Eh ben, cette séance B est corrigée efficacement. C'est quand même 15 minutes de correction. Bon, on va mettre ça sur la page YouTube, sur la chaîne. Au revoir.